Bonjour, mon nom est Mario Robert, je suis le chef de la section des archives à la Ville de Montréal. Je suis aussi le président de la Société historique de Montréal. Nous nous retrouvons en différé le 26 juillet 1967, soit 2 jours après le discours du général de Gaulle au balcon de l'Hôtel de Ville, dans le bureau du maire de Montréal, qui est ici à ma gauche, le maire Jean Drapeau. À ma droite, on retrouve le général de Gaulle. Dans quelques instants, le maire de Montréal et le général, ainsi que leurs invités, dont le premier ministre Daniel Johnson, se rendront dans la salle du conseil pour assister à un banquet d'adieu donné par la ville de Montréal en l'honneur du général de Gaulle. À cette occasion, le maire de Montréal prononcera un discours qui se veut une réponse au Vive le Québec libre du général de Gaulle. Par la suite, le général prononcera un discours et après le banquet, le général retournera en France par avion à partir de Dorval. De mon côté, je vous invite à venir assister dans quelques instants à une conférence qui portera sur les archives personnelles du maire de Montréal, Jean Drapeau, que la Ville de Montréal a acquise en 1999 et que nous avons rendu accessible en octobre 2019. Alors, c'est un rendez-vous. Suivez-moi. Alors, merci d'être ici. Bonjour à tous et merci d'être venus entendre parler des archives du maire Jean Drapeau et du processus qui a mené à l'acquisition et la communication de notre fonds d'archives, qui est probablement celui qui est le plus prestigieux dans les fonds d'archives privés qu'on conserve aux archives de la Ville de Montréal. Alors, j'espère qu'à la fin, vous aurez une bonne idée du contenu du fonds, mais surtout du travail que font les archivistes, qui est quand même essentiel pour faire l'histoire, faire de l'histoire. Alors, le plan de la présentation. Alors, qui est Jean Drapeau? Même si plusieurs d'entre vous le savez. Les premières démarches d'acquisition, on va parler du décès de M. Drapeau, du rapatriement des archives à l'Hôtel de Ville et le premier traitement. Ensuite, ce qui s'est passé durant les 20 dernières années. Un second traitement que nous avons débuté en 2019, le dévoilement de l'automne 2019. Je vais vous présenter finalement une sélection d'archives et pour enfin vous donner qu'est-ce qui se passera par la suite. Alors, la première question, c'est qui est M. Drapeau? Alors, Jean Drapeau, c'est le maire de Montréal, bien sûr. Il a été maire de 1954 à 1957. Il a été battu par Sarto Fournier en 1957. Il est revenu au pouvoir en 1960 et il a pris sa retraite en 1986. Alors, M. Drapeau est né en février 1916 dans le quartier Rosemont, un quartier qu'il a habité toute sa vie. Au niveau de sa présence publique, on le retrouve une première fois comme candidat dans le comté fédéral d'Outremont en 1942 contre le général Laflèche. Et il est à l'époque un candidat anti-conscription. En 44 et 48, alors que le chef du Bloc populaire canadien est André Laurendeau, Jean Drapeau va se présenter aux élections provinciales. Il sera les 2 fois battu. En juin 45, il va se marier avec Marie-Claire Boucher, et dont il aura 3 fils. En 1949, ça, peu de gens le savent, il a été aussi l'avocat des grévistes de l'amiante lors de la fameuse grève importante où on a connu les marchands Trudeau, Pelletier et compagnie. De 1950 à 1954, il va être procureur de l'enquête Caron sur l'administration de la police de Montréal. Finalement, en 1960, il va quitter la Ligue d'action civique qu'il avait fait élire en 1954 et il va fonder son propre parti politique qui est le Parti civique de Montréal. Et après sa retraite à la mairie de Montréal, il va être nommé ambassadeur canadien de l'UNESCO à Paris par le premier ministre conservateur Brian Mulroney. Alors, regardons un peu les démarches d'acquisition de ce fonds d'archives-là. Vous avez à votre gauche un extrait du journal La Presse du 24 octobre 1992. Alors, M. Drapeau est revenu à Montréal, a quitté Paris en mai 91, est revenu à Montréal et dès juillet 1991, il y a une correspondance avec le greffier de la ville de Montréal, M. Léon Laberge. Alors, M. Drapeau écrit dans cette lettre à Léon Laberge, et je cite, « Mes archives s'étalent sur une longue période, m'étant toujours intéressé depuis mon jeune âge à une multitude de questions et d'affaires publiques, principalement sur Montréal.
Alors, dès octobre, la chef de la division de la gestion de documents des archives à l'époque et le chef de section aussi à l'époque, Diane Charlin et Denis Chouinard, vont rencontrer M. Drapeau. Car n'oubliez pas qu'on se prépare à célébrer le 350e anniversaire de Montréal en 1992. Alors, à cette occasion, ils discutent du fait que ces archives pourraient être versées à la ville de Montréal. Alors, ce que M. Drapeau souhaite à l'époque, c'est il y a la volonté de séparer son fonds d'archives en plusieurs institutions. Alors, pour lui, tout ce qui était concernait le nationalisme canadien-français devrait se trouver aux centres d'archives Lionel Groulx, alors que tout ce qui concerne, par exemple, l'UNESCO, son ambassade canadienne à l'UNESCO, devrait se retrouver aux Archives nationales du Canada et possiblement les documents municipaux devraient se retrouver à l'Hôtel de Ville. On a aussi il nous a aussi prêté un volume pour notre exposition que nous avons faite dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville en 1992, qui s'appelait La démocratie à Montréal depuis 1930, qui en 2006, on a transformé en exposition virtuelle. Alors, M. Drapeau a prêté son volume sur les premiers règlements de Montréal de 1830. Entre 1992 et 1987, la division lui envoie toutes ses publications, rapports annuels, instruments de recherche et fait des recherches pour M. Drapeau. Et j'ai eu la chance c'est moi qui faisais ces recherches-là à cette époque-là. Entre autres, en 1996, j'ai eu l'occasion de communiquer avec lui et de lui faire parvenir des documents sur le choix du site d'Expo 67. En 1997, je lui ai aussi préparé des documents et des coupures de presse sur la taxe volontaire qui était une loterie déguisée qui, en fait, est l'ancêtre de l'Auto-Québec. Alors, ce qui est drôle et intéressant, c'est que en consultant ces archives, j'ai pu retrouver la correspondance que j'ai échangée avec M. Drapeau en 1996 et 1990. Alors, le 12 août 1999, M. Drapeau décède et le maire de Montréal, en octobre, va écrire à Mme Drapeau pour lui offrir les services des archives de la Ville de Montréal. Alors, pour lui dire que les archives sont disposées à recevoir les boîtes de M. Drapeau, qu'elles possèdent des espaces de rangement et le personnel professionnel pour traiter ces archives. Et que, évidemment, ces archives-là ont une valeur inestimable. Alors, et je cite le maire Bourque dans sa correspondance, le fonds Jean Drapeau, qui serait ainsi constitué, s'inscrirait dans la lignée des importants legs que M. le maire de Drapeau a laissé en héritage aux Montréalaises et aux Montréalais. Et finalement, le 4 novembre 1999, la succession de Jean Drapeau offre les archives à la ville. Le greffier Léon Laberge accepte le lendemain. Je veux juste attirer votre attention sur la photo de gauche et je vais revenir en arrière. Alors, on voyait en 1992 M. le maire Drapeau dans une partie de ses archives et le même endroit en novembre 1999 quand nous sommes allés cueillir les documents. Alors ici, vous avez une idée de l'état des boîtes que nous avions commencé à compiler et dans le bureau de M. Drapeau qui se trouvait dans l'est de Montréal, rue Sherbrooke. Alors, à partir de novembre 1999, on va rapatrier plus de 600 boîtes d'archives, 600 boîtes d'un pied cube, donc ce qui donne un 180 mètres linéaires de documents qui vont être transportés dans les chambres fortes de l'Hôtel de Ville, qui se trouvent sous les parterres de l'Hôtel de Ville de Montréal. Alors, le 1er mars 2000, le comité exécutif va accorder une somme de 35 000 à la division des archives, la gestion de documents et des archives, pour le traitement du fonds, dont 12 000 pour l'achat de matériel sans résidus acides. Et c'est cette même année que le traitement va débuter sous la direction d'Hélène Charbonneau, qui est alors analyste en gestion de documents et des archives à la Ville et qui deviendra plus tard la directrice du Centre de Montréal des archives de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner une cote de fonds. Donc, vu que c'est un fonds privé, ça va commencer par la lettre P et ça sera le 100e fonds que nous aurons dont la cote portera le fonds P100. Donc, chaque boîte a un numéro. On va faire le tri des coupures de presse générales et autres publications, ce qui veut dire qu'on va élaguer une trentaine de mètres de documents sur les 180 mètres. On va identifier les grands thèmes dans chaque boîte et ensuite, on va élaborer un plan de classification. On va créer des grandes séries d'archives et des sous-séries du fonds à partir de ce qu'on possède.
Je veux juste faire le lien avec le document qu'on retrouve à gauche. C'est un des premiers plans au début des années 60 du métro de Montréal. Donc, on voit présentement que à l'époque, la ligne, ce qu'on appelait la ligne 2, la ligne orange, passait sous la rue Saint-Denis et non pas sur la rue Berry, alors que la ligne 1 passait, la ligne verte passait sous la rue Sainte-Catherine. Évidemment, on a changé d'idée étant donné que on peut imaginer l'impact économique de construire un métro dans ces grandes voies commerciales-là à cette époque-là. Alors, on voit par exemple des stations qui n'existent pas. Alors, aujourd'hui, si on prend la ligne orange, la station Cherrier, aujourd'hui, on parle de la station Sherbrooke, la station Boulevard Saint-Joseph au lieu de Laurier. De Fleurimont, c'est un ancien nom que portait Rosemont. Et on voit aussi que quand c'est en jaune, c'est des tunnels creusés dans le roc. Et au niveau de la ligne verte, on a la station Delormier, on a une station qui est Amherst, probablement. Et ce qui est intéressant, c'est que la ligne orange remontait au nord, c'est-à-dire qu'elle passait sous le Square Dominion. Il y avait une station Square Dominion, probablement pile aujourd'hui, et elle remontait jusqu'à une éventuelle station Sherbrooke pour éventuellement peut-être remonter. Donc, station Sherbrooke qui serait probablement tout près de l'Université McGill. Alors, le plan de classification qu'on a élaboré est quand même à partir des boîtes, les 600 boîtes qu'on avait. On a créé une série, une grande section administration municipale, une série dédiée à la mairie, les grands projets du maire Drapeau, l'art et la culture, la politique, la vie personnelle, une grande série qui c'était dossier alphabétique et dossier numérique. C'était des grandes séries qui avaient été élaborées par M. Drapeau à l'époque. Donc, ce sont des choses que on ne défait pas des choses qui sont existantes déjà. Donc, on a laissé les séries telles qu'elles étaient organisées. Par exemple, pour les grands projets, on va avoir des sous-séries. La Place des Arts, le métro, Expo 67 et les Jeux olympiques. À ma gauche, vous avez une lettre de producteur de l'équipe d'Albert Broccoli, producteur des James Bond. À l'époque, on n'a pas la lettre de M. Drapeau, mais il semble bien que M. Drapeau avait écrit au producteur de James Bond voulait offrir que Montréal soit le lieu de tournage pour un futur James Bond. Alors, on voit que, évidemment, on sait que ça ne s'est jamais produit, mais on voit qu'il y a une lettre disant qu'on le remercie de cette proposition-là. Et on voit que la personne était déjà venue à Expo 67, donc à Terre des Hommes, en 1969. Alors, évidemment, on va faire le traitement sommaire de ces documents-là. On va regrouper toutes les boîtes. Là, on a déterminé un classement par ordre intellectuel, un classement intellectuel. Maintenant, il faut vraiment prendre les boîtes restantes et faire en sorte qu'on les regroupe toutes les boîtes par série, sous-série. Donc, on a fait un tour d'horizon de toutes les boîtes d'une sous-série et on prend des notes sur le contenu, les sujets, les dates extrêmes, l'état de conservation, etc. Et on organise ensuite les boîtes selon une suite logique. Par exemple, pour les Jeux olympiques, la suite était la suivante. Il y avait des dossiers alphabétiques qui étaient déjà organisés. Ensuite, la candidature pour 1972, parce que Montréal, dans un premier temps, en 1966, avait présenté la candidature de Montréal pour les Jeux qui auront été octroyés à Munich en 1972, la candidature de 1976, l'obtention des Jeux, la préparation des Jeux, ensuite la préparation à l'enquête Malouf, les audiences d'enquête Malouf et la préparation à la réponse de l'enquête Malouf. Donc, ensuite, on va changer tous les contenants. Par exemple, toutes les boîtes d'un pied cube vont être transférées dans des boîtes, des demi-boîtes sans résidus acides. On va décrire ensuite les séries et les sous-séries, donc les titres, date extrême, dimension, contenu et autres notes. Et une citation d'un étudiant qui a travaillé avec nous durant cet été-là, Jean-Éric Riopel, qui, pas longtemps après, comme jeune poète, va gagner le prix Émile Nelligan. Et je le cite, une fois le traitement provisoire d'une série ou d'une sous-série terminé, on peut regarder les demi-boîtes neuves qui reposent paisiblement dans leur travée, en attente de chercheurs, après avoir salué l'imperturbable Youpi, aller boire un bon café avec le sentiment du travail bien fait, tandis que le soleil se couche sur la ville. Il faut dire que
le toutou de la poupée Youpi nous a accompagnés dans cette année 2000-là tout le long de l'année. Et à notre gauche, on voit encore un extrait de ces archives-là. C'est le bulletin du maire Drapeau pour sa 11e année générale. Donc, on voit son pourcentage était de 78 %. Il a occupé le 4e rang sur 15 élèves. Et on voit la note du principal Jean Drapeau a droit à son diplôme. Félicitations. Pardon. Alors, le plan de classification, on voit à notre gauche, ça donne ça, qui est annoté avec donc les séries, les grandes séries administration municipale. On voit conseiller, conseil et conseiller, promotion de Montréal, CIDEM, qui est un organisme de la ville de Montréal, et communauté urbaine de Montréal. On voit pour maire les agendas, allocution, correspondance, etc. Mais évidemment, tout ce traitement-là était loin d'être fini. Donc, de la fin août à fin octobre 2000, on va décrire chaque boîte du fonds d'archives. On fait en moyenne 8,5 boîtes par jour. On va décrire sur des fiches dans les chambres fortes et au bureau. On va mettre en chemise des documents épars qui ne se retrouvaient pas nécessairement regroupés. On va réorganiser les boîtes. On va saisir toutes ces entrées-là, ces descriptions-là dans notre logiciel Archilogue. Et c'est un travail collectif qu'on a fait là. De toute la section des archives à l'époque, c'était 9 personnes qui ont travaillé à temps plein ou à temps partiel, évidemment, à ce processus qui s'est déroulé tout au long de l'année. Donc, en décembre 2000, l'instrument de recherche est prêt et est expédié à la famille Drapeau. Et en février, la famille va consulter une vingtaine de boîtes. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, ces archives-là sont non communicables. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, soit entre 2000 et 2019? Donc, évidemment, en mars 2006, il y aura un nouveau versement de documents par la famille. C'est 3 mètres de documents, 350 photos, 150 cassettes, 60 vidéos. En août, il y aura la signature de la convention de donation des archives, les conditions étant que ces archives-là ne pourront pas être accessibles avant 20 ans de la date du décès de Jean Drapeau. En général, c'est assez normal. Il y a toujours des restrictions. Par exemple, si on regarde les fonds des premiers ministres du Québec et du Canada, il y a certaines séries qui ne sont pas accessibles pendant même jusqu'à des fois une centaine d'années par ailleurs. Et c'est pour ça que les archives n'ont pas été rendues publiques pendant 100 ans. Parce que n'oublions pas, ce ne sont pas les archives publiques de la Ville de Montréal, mais ce sont les archives personnelles de Jean Drapeau qu'il a rassemblées tout au long de sa carrière et qui conservait chez lui dans ses bureaux. Et en 2010, la famille va accepter que l'un des 2 exemplaires des films publicitaires d'Expo 67, où on retrouve Ed Sullivan, Yuri Gagarin, entre autres, soit retiré du fonds Drapeau pour le 375e de Montréal. Et ces 2 clips de promotion qui ont été diffusés partout aux États-Unis en 67 pour inviter les gens à venir à Expo 67 vont être utilisés dans le cadre de Expo Live, qui a été présenté à la Place des Arts, un très bel événement qui a été présenté en septembre 2017 à l'extérieur de la Place des Arts. En 2018, Mme Drapeau est décédée à l'âge de 93 ans. Alors, ce qui est important de vous dire, c'est que pendant les 20 dernières années, à tous les ans, des demandes surgissaient. On recevait aux archives des demandes de chercheurs pour consulter le fonds Drapeau et notre réponse était toujours la même. Vous aurez la réponse en 2019. Alors, les questions étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une réponse au général de Gaulle et la réponse au rapport Malouf. Donc, notre réponse à ces questions-là était toujours la même. Ben, vous saurez exactement ce qui en est en 2019 lorsque nous rendrons ces archives-là accessibles. Alors, à notre gauche, vous aviez justement le général de Gaulle. On est avec la compagnie franche de la Marine. On est devant le chalet du Mont-Royal et c'était un des derniers événements du général avant son départ pour la France, au belvédère d'Expo 60 du Mont-Royal. Encore là aussi à notre gauche, et on reviendra sur une lettre défavorable au discours du maire Jean Drapeau, qui était la réponse, comme je le disais en début, au Vive le Québec libre du général de Gaulle.
Alors, vous avez une idée, ça c'est une photographie de Josie Desmarais qui travaille pour le journal Métro. C'est une photographie qui vous donne une bonne idée de l'ampleur du fonds d'archives. Ce sont dans nos voûtes actuelles qui se retrouvent depuis 2018 temporairement sur la rue Saint-Denis. Évidemment, vous savez probablement que l'Hôtel de Ville de Montréal est présentement en restauration. Alors, si vous le permettez, je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de reprendre cette conférence-là. Donc, en 2019, on fait un second traitement. Donc, pendant 20 ans, on touche peu au premier traitement qui était fait et on recommence en 2019 pour faire en sorte que pour faciliter l'accès à ces archives-là qu'on fera en fin d'année 2019. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel élagage. On va retirer des documents du fond, donc 6 mètres de documents, donc des doublons, soit des publications aussi externes sans lien avec le fonds d'archives de Jean Drapeau, des documents sans valeur historique, légale ou administrative. Des fois, ça peut être des notes qui sont incompréhensibles, des lettres, des bouts de lettres, etc., ou des factures. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va bonifier le traitement qui a été fait en 2000. Alors, là, on fait un traitement détaillé de la série mère, entre autres. Il y aura le classement des pièces et des dossiers dans chaque comptant par activité, date, ordre alphabétique, etc. La description détaillée de chaque dossier dans chaque contenant et l'identification de tous les documents d'intérêt. Donc, il y aura le traitement général des autres séries et il y aura aussi le traitement des archives versées en 2006. Alors, à votre gauche, c'est lorsque M. Drapeau a été élu maire de Montréal l'année suivante, en 54. En 56, si je ne m'abuse, M. Drapeau va faire une grande visite en France. Et ça fait partie de ces visites-là, une tournée de la France qu'il va effectuer. Et on sait que les liens, M. Drapeau a privilégié beaucoup les liens avec la France. Le métro, la technologie du métro était française. Évidemment, l'architecte Roger Taillibert aussi était français. Et donc, M. Drapeau avait une grande admiration pour la France et évidemment aussi pour le général de Gaulle. Toujours dans le second traitement, ce qu'on va faire au niveau de la préservation, on va retirer ce qu'on appelle, ça vous donne vraiment une idée du travail de l'archiviste. Donc, on va retirer les éléments notifs pour la conservation des documents. Alors, les attaches trombones de métal qui souvent rouillent, les élastiques, souvent les élastiques même fondent et collent sur les documents à force de temps, et les enveloppes de plastique aussi, chemises et enveloppes qui sont très acides. On va aussi mettre en boîte et en chemise sans résidus acides tous ces dossiers-là. Et on va acheter à peu près pour 4 000 $ de matériel de préservation. On va identifier des archives d'intérêt particulier, entre autres sur Expo 67, sur la construction du métro, sur la visite du général de Gaulle en 1967 et son fameux Vive le Québec libre, sur la crise d'octobre, les Jeux olympiques de 76 et le rapport Malouf, ses voyages et le rayonnement international et sur le développement urbain. Alors, ça nous donnera, ce qu'on fera ensuite, c'est qu'on numérisera et on va continuer à numériser dans les prochaines années aussi. On va avoir numérisé 1500 photos, à peu près 5000 pages de documents et 22 enregistrements sonores. Alors, évidemment, on doit penser au dévoilement. Et le dévoilement, on savait qu'il y avait un intérêt pour les archives de M. Drapeau. On viendra, c'est à gauche, justement, la question du rapport, la réponse au rapport Malouf. Donc, le 11 juillet, on va demander à la division des relations de presse de travailler avec nous pour faire en sorte de gérer les demandes médias puis éviter d'entrer en conflit avec des annonces de la ville. Donc, il faut que ce soit coordonné, ces activités-là. Le 12 août, qui est la journée du 20e anniversaire du décès de Jean Drapeau, on va faire sur notre site une brève annonce qui mentionne qu'elles seront bientôt disponibles. Tout de suite après, quand on a mentionné ça, tout de suite, on a eu 4 demandes d'accès aux archives et 2 demandes d'entrevue. Alors, en septembre, on va se préparer un communiqué de presse et un questions et réponses dans le cas de demandes de questions spécifiques. Et le 25 octobre, on va rendre l'accès aux fonds et aux documents numérisés, communiqués, annonces sur les médias sociaux de la ville et des archives. Et du 25 au 26 octobre, on a eu des demandes de rendez-vous des médias pour des visites. Donc, le 29, soit du Téléjournal Montréal, de l'Heure du Monde, de la presse et du journal Métro. Alors, on voit comment on a annoncé la première, comment les archives de M. Drapeau étaient rendues maintenant accessibles sur la page d'accueil des archives de la Ville de Montréal, donc archivesdemontréal.com.
Si vous voulez consulter, aller voir des articles sur M. Drapeau, vous pouvez vous rendre à cet endroit. Alors, on va choisir dans un premier temps de mettre des documents en ligne prioritairement, des choses que les gens s'attendent qu'on mette en ligne. Donc, par exemple, on a mis la copie annotée du rapport Malouf, la réponse au rapport Malouf, les lettres favorables et défavorables à la réponse du maire Drapeau au Vive le Québec libre, avec même l'audio et l'enregistrement télé qui est disponible en ligne dans le catalogue, les allocutions et discours de M. Drapeau entre 1933 et 1957, la correspondance reçue lors de la crise d'octobre et des albums photos. Alors, ça va donner lieu, dans les jours suivants, les rencontres avec les différents médias, à une série d'articles dans les journaux ou de reportages dans les médias électroniques. Par exemple, ce qu'on a décidé aussi, c'est pour éviter que tout le monde ait la même information et diffuse la même chose. Quand le premier a diffusé de l'information, ça devient moins intéressant pour les autres. On a décidé d'essayer des choses différentes, d'avoir des choses différentes pour chacun. Par exemple, à Radio-Canada, qui a été le premier, ça a été de façon très générale. Ensuite, pour la presse, on a mis l'accent sur Astérix. Pourquoi Astérix? C'est qu'à l'époque, il y a eu, en 1969, le maire Drapeau et les éditions d'Argo ont eu le projet d'installer un village d'Astérix à la Ronde. Donc, le village d'Astérix qui existe en banlieue de Paris aurait pu voir le jour sur le site de Terre des Hommes. Et aussi, à la presse, on a mis l'accent sur le restaurant que M. Drapeau a ouvert en 1969, le Vaisseau d'Or, et qui a fermé ses portes en 72 ou 73. Quant à CBC, la version anglaise de Radio-Canada, on va plutôt mettre l'accent sur le baseball, les expos, et aussi les lettres de vedettes américaines. M. Drapeau avait invité différents vedettes américaines à venir sur le site de Terre des Hommes en 1969. Quant au devoir, Jean-François Nadeau viendra passer 2 journées à consulter des dossiers et il va en tirer 2 articles qui vont faire une pleine page dans le journal de Le Devoir les 31 octobre et 1er novembre. Ça, c'était aussi des articles, un nationaliste catholique. On voit des extraits et on voyait au début justement l'affiche électorale de M. Drapeau à l'époque du Bloc populaire en 1948. Et l'autre, c'est pourquoi la maison de Jean Drapeau a été dynamitée en 1969. 1969 a été une année assez tumultueuse à Montréal. Le FLQ a posé beaucoup de bombes, mais on ne sait toujours pas qui. La maison de M. Drapeau a été endommagée en 1969 et on ne sait toujours pas encore aujourd'hui qui a déposé cette bombe-là. Donc, je vous parlais des lettres que M. Drapeau a envoyées aux différents artistes. Pourquoi M. Drapeau, en 1969, envoie des lettres à différents artistes américains? C'est que, oui, après Expo 67, on a on a créé l'exposition permanente Terre des Hommes en 1968. Sauf que l'exposition, malgré son succès, c'est quand même une vingtaine de millions de personnes qui sont venues sur Terre des Hommes en 1968. M. Saunier, qui était le président du comité exécutif, trouvait qu'on devrait peut-être fermer Terre des Hommes définitivement. Alors, M. Drapeau a menacé de démissionner si Terre des Hommes ne réouvrait pas en 1969. Et il y a eu un nombre effarant de pétitions qui ont été envoyées à la mairie pour demander au maire Drapeau de rester. Alors, à l'époque, M. Drapeau est vraiment à son apogée, tout de suite après Expo 67. Alors, M. Drapeau, pour justement mousser Terre des Hommes en 1969, va écrire à un certain nombre d'artistes, va écrire même à Rose Kennedy, la mère de John F. Kennedy et de Robert Kennedy, et qui va gentiment lui dire que malheureusement, elle ne pourra pas se présenter. Bon, les circonstances elle est en deuil de son fils Robert, qui est mort en 1968, mais aussi elle doit s'occuper de son mari qui est très malade, Joseph, et qui va mourir, si je ne m'abuse, cette année-là.
Ah, et on a aussi Frank Sinatra qui va répondre. Alors, et on voit ici à notre gauche en bas une photo de M. Drapeau avec son arbre généalogique. Alors, il faut mentionner que M. Drapeau, dans sa jeunesse, a travaillé à faire de la généalogie pour les éditions généalogiques Drouin. Alors, il circulait l'été pour vendre des généalogies à différentes familles. Alors, on voit cette lettre de Frank Sinatra et aussi une lettre de Bing Crosby. Alors, Bing Crosby, il les invite et voici les réponses de ces deux personnalités-là. Alors, Frank Sinatra dit qu'il ne sera pas, qu'il ne connaît pas encore son agenda, mais qu'il le remercie pour son invitation. Et il dit, You can be sure that I will be happy to take advantage of your gracious offer. Et dans celle de Bing Crosby, il nous mentionne qu'il a été, et ça c'est une lettre de 1967, qu'il a été en 1967. Là, j'ai mis celle de 1967, mais il a aussi répondu en 1969. Et ce qu'il disait à son retour en 1967, c'était qu'il parlait de good taste, the ideal location, et le thème are all elevating influences, and La Ronde Shirley is the finest amusement park ever built, que c'était le plus beau parc d'amusement jamais construit. Donc ça, j'ai mis celle de 67, mais M. Bing Crosby a aussi répondu à la lettre de M. Drapeau en 1969 pour dire qu'il, malheureusement, il était, si je ne m'abuse, il était en tournée en Europe. Évidemment, il y a des restrictions d'accès aux documents. Tout document, ce genre de document-là, doit protéger les renseignements personnels et le secret professionnel. Donc, en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, la protection des renseignements personnels et la Charte des québécoises des droits et libertés. Par exemple, si, et vous le verrez, dans certains cas, il ne faut pas réussir à identifier une personne. Donc, identifier une personne, c'est son nom, son adresse, le lieu où il habite. Juste le nom ne peut pas dire où est-ce qu'il habite, à moins que ce soit un nom très peu connu. Alors, c'est pour ça que dans certains cas, on a dû, et vous allez le voir, on a dû noircir les adresses des gens. Et pour éviter aussi, parce qu'il faudrait demander la permission à tous ces gens-là qui ont écrit au maire Drapeau pour qui nous donnent la permission de publier leurs lettres sur Internet dans le fonds d'archives. Alors, dans ce cas-là, ça peut être difficile parce que ces personnes-là sont probablement décédées. C'est sûr que si on sait, si à 30 années après le décès de la personne, ces lettres-là doivent être publiées. Par exemple, les lettres personnelles de Roger Taillibert, bien évidemment, M. Taillibert étant décédé récemment, les lettres personnelles ne peuvent être divulguées avant 30 ans après le décès de M. Taillibert. Alors, évidemment, les agendas aussi, sont les agendas de 66 à 86 ne sont pas accessibles. Deux boîtes concernant Roger Taillibert, des audiences privées de la commission Malouf qui ne sont pas plus accessibles aux Archives nationales du Québec qu'ils le sont parce que c'est des audiences privées. Les causes défendues par M. Drapeau, il y a quand même 3 boîtes de causes à l'époque qui défendaient des criminels avant sa carrière, avant d'être maire de Montréal, avant même d'aller à la commission d'enquête Caron. M. Drapeau défendait des gens dont certains ont été pendus donc par la justice. Et aussi, évidemment, les documents d'ambassadeurs du Canada à l'UNESCO, dont certaines sont vraiment des documents restrictions très restreintes. À ma gauche, vous avez un petit dessin qu'on a trouvé entre 2 documents, un petit dessin. Alors, j'ai demandé à Mme France Van Letten, qui est professeure à l'Université du Québec à Montréal, qui est grande spécialiste du Parc olympique et de Roger Taillibert, et je lui ai demandé si ce dessin-là pouvait avoir été fait par Roger Taillibert, et elle pense effectivement que ce peut être un des dessins, probablement Roger Taillibert. Donc, il n'est pas signé, mais c'est un petit dessin tout petit. Il est même plus grand que ce que vous voyez là. Il est plus petit que ce que vous voyez là, qui est attribué par Roger Taillibert, à Roger Taillibert. Alors, on est rendu maintenant à une sélection d'archives tirées du fond.
Alors, on peut pas imaginer M. Drapeau enfant. Donc, on a ici une lettre qui l'écrit à ses parents pour l'année 2028, 1928, pardon. Pardon. Et M. Drapeau, à l'époque, 12 ans, s'en va sur ses 11 ans, s'en va sur ses 12 ans. Et ce qui est intéressant de lire, c'est, chers parents, mes bien chers parents, c'est toujours un plaisir nouveau et un devoir bien doux à accomplir de vous redire à l'aurore d'une nouvelle année combien je vous aime et vous suis reconnaissant pour tous les soins que vous me prodiguez sans cesse. Et il termine en disant votre fils affectueux, Jean. Alors, c'est une très belle lettre. Et à chaque année, à cette époque-là, M. Drapeau va écrire à ses parents pour une lettre de vœux de nouvelle année. Pardon. Alors, M. Drapeau a aussi, il est en 1933, donc il a 17 ans à cette époque-là. Et il va être rédacteur en chef d'un journal, d'un petit mensuel. Alors on voit M. Drapeau a vraiment l'idée que l'importance de l'aspect de la grandeur, le micro, le plus grand mensuel scolaire de Montréal. Alors, le rédacteur en chef, directeur, c'est Jean Drapeau. Il demeure au 5480 à la 5e avenue à Rosemont. Et vous avez à côté son numéro de téléphone. Alors, c'est lui qui fait l'éditorial. Il fait une chronique sur les sciences et aussi une chronique radio. Donc, et c'est un mensuel consacré aux arts, aux lettres, aux sciences et au sport. Alors, d'ailleurs, dans ce numéro-là, on ne parle pas de baseball, mais de balle au camp. En 1900, à partir de 1950, M. Drapeau et avec Pacifique Plante vont être, comme j'ai déjà mentionné, procureurs de la commission d'enquête Caron sur l'administration de la police de Montréal. Alors, à cette époque-là, dans les années depuis probablement la Prohibition, à la fin de la Première Guerre mondiale, on est au début des années 50, fin des années 40, début des années 50. Montréal est une ville ouverte. C'est la ville du plaisir, du jeu et de la prostitution. Et il y a aussi, donc, il y a un mouvement des comités, un comité de moralité publique qui se met en place. Et une des cibles de ce comité de moralité publique-là, c'est la stripteaseuse Lily Saint-Cyr. Alors, dans les archives de M. Drapeau, on retrouve un dossier consacré à Lily Saint-Cyr, alors dont on voit les publicités, par exemple, à gauche dans le Star du 23 juin 1951, parce que Lily Saint-Cyr, à cette époque-là, va être arrêtée et va aller en procès pour indécence. On voit aussi d'autres publicités montréalaises dans des journaux, comme celle du Herald en 1949, du Rocket's Paradise, qui présente Harlem in Montreal. Donc, on voit Montréal est vraiment une ville du jeu et des plaisirs de toutes sortes. Alors, même la Chambre de commerce de la Ville de Montréal, du district de Montréal, se mêle de la question de Lily Saint-Cyr. Alors, on le voit par le titre, on peut être un peu perplexe devant le titre. Bravo Lily, bravo Lily. Alors, beaucoup de gens, c'était vraiment un texte d'appui au comité de moralité publique, mais il y a plusieurs personnes qui ont plutôt vu un texte en appui à Lily Saint-Cyr. Alors, ce que la Chambre de commerce faisait à cette époque-là, c'était de l'ironie. Et d'ailleurs, dans le numéro suivant, ils ont été obligés de mentionner que c'était de l'ironie et que ils ont, à notre grande surprise, que Commerce Montréal se déclarait favorable au striptease sur les scènes et dans les bois de Montréal. Alors, il y avait une note explicative à la fin du bulletin, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui avait vu cette note-là, donc ils ont été obligés, le bulletin suivant, de rectifier les faits pour montrer qu'au contraire, ils étaient d'accord avec la campagne de moralisation qui était menée par le comité de moralité publique. Ici, on a un extrait, il est malheureusement pas signé, mais ça semble être un document, c'est un document d'un avocat. Donc, on peut penser que c'est M. Drapeau qui l'a écrit et ça fait référence justement au jugement du juge Archambault concernant Lily Saint-Cyr.
Donc, elle a été acquittée de toutes les charges qui ont été menées contre elle. Et ce qui est intéressant, c'est de lire ce texte-là. Alors, je vais le lire en même temps que vous. Il faut avoir le goût de la fumisterie pour affirmer du haut d'un tribunal de justice, comme le fit le juge Édouard Archambault le 27 juin dernier, que le spectacle donné au Gaiety le 12 juin par, entre guillemets, l'artiste du déshabillé progressif, style le Canada, ressemble au patinage de fantaisie présenté par les Ice Follies. Une exhibition de patinage, où les costumes d'une modestie discutable sans doute, restent cependant ce qu'ils sont pendant toute la durée d'un numéro et peuvent jusqu'à un certain point se justifier par la difficulté des mouvements, parfois dangereusement acrobatiques, que les patineuses ont à exécuter. Est autre chose qu'un spectacle où une danseuse ne fait à peu près rien d'autre que de se déshabiller, s'habiller, se déshabiller progressivement avec force de gestes lascifs et même carrément vénériens qui, eux seuls, et même si la danseuse ne se dévêtait pas, seraient d'une violente obscénité. Fin de l'extrait. Alors, on voit ce Jean Drapeau-là des années 50, on le voit à notre gauche. Alors, c'est un portrait officiel de cet avocat-là qui va défendre la moralité. Évidemment, la commission d'enquête Caron qui va mettre en vedette M. Drapeau et Pacifique Plante va être un excellent tremplin pour la candidature de M. Drapeau en 1954. En effet, le maire Camillien Aude, en 1954, décide de ne pas se représenter et le maire Drapeau va présenter sa candidature à la tête de la Ligue d'action civique qui veut faire évidemment le ménage à Montréal. Alors, M. Drapeau est fort populaire à cette époque-là. Le rapport de la commission d'enquête Caron va sortir peu de temps avant l'élection, ce qui va faire en sorte que M. Drapeau va être élu maire de Montréal, un des plus jeunes maires de Montréal, en 1954, et il le sera jusqu'en 1957. Pour cette période-là, entre 1954 et 1957, parmi les grands événements qui vont marquer l'histoire de Montréal, on retrouve la fameuse émeute du Forum de 1955. Alors, on a ici les documents qu'on retrouve dans le fond drapeau, donc le reportage du McLean. Alors, le reporter du McLean avait demandé au maire Drapeau une interview pour son reportage qui sera publié en septembre avec un grand nombre de photos. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'affrontement entre le maire Drapeau et le président de la Ligue nationale, Clarence Campbell. Alors, vous savez que après la suspension de Maurice Richard, Clarence Campbell s'est présenté au forum, malgré le fait que la police de la ville lui avait fortement suggéré de ne pas se présenter. Monsieur Campbell avait demandé l'appui de la police pour rentrer et on a dans les archives, dans le dossier consacré à cette affaire Maurice Richard-là, justement, le rapport du policier de la ville disant qu'il avait bien dit à M. Campbell que c'était très dangereux et que ça créerait des émeutes. Alors évidemment, M. Drapeau, après cette émeute, parce que ça a déclenché une grande émeute, M. Drapeau va faire un discours. Évidemment, ces émeutes-là vont s'arrêter quand Maurice Richard va demander à la population de rentrer chez eux. Mais M. Drapeau va faire une allocution radiophonique pour dire que, en fait, oui, les événements d'hier sont regrettables, mais que, en fait, la responsabilité en incombe beaucoup plus au président de la Ligue nationale qui n'aurait jamais dû se présenter au forum. Alors, si vous permettez, je vous lis quelques extraits. Les événements d'hier soir sont regrettables. Nul plus que moi ne les déplore pour la bonne renommée de la métropole. Il est malheureux que certaines circonstances se soient conjuguées pour donner à la manifestation la tournure déplorable qu'elle n'aurait jamais dû prendre. Il est évident, bien avant la partie de hockey d'hier soir, que la décision de M. Campbell était d'une extrême impopularité et l'on pouvait facilement prévoir une démonstration quelconque de la part de ceux qui y allaient y assister. Alors, on voit que, et plus loin, il dit, il aurait dû donc été sage de la part de M. Campbell de s'abstenir de se rendre au forum, surtout d'annoncer publiquement à l'avance sa visite. Sa présence, en effet, pouvait être interprétée comme un véritable défi. C'est l'un des grands événements de l'histoire de Montréal, cette émeute de Maurice Richard. Alors, M. Drapeau va être battu en 1957 par Sartor Sweeney, comme je vous l'ai déjà mentionné. Et à son retour en 1960, un des projets qui
un des projets phares, surtout piloté par son président du comité exécutif, M. Lucien Saunier, c'est la construction d'un métro à Montréal. Et en 1961, il y a un rapport confidentiel des chemins de fer nationaux, donc du CN, pour qu'on utilise le tunnel du Mont-Royal pour le métro. Donc, cette ligne-là qui aurait été prévue, c'était la ligne 3, qui aurait été la ligne rouge. Alors, aujourd'hui, on ne se pose plus la question parce qu'on a la ligne verte, la ligne orange, la ligne jaune et la ligne bleue. Mais au début des années 60, on parlait de la ligne 1, qui était la ligne verte, la ligne 2, qui était la ligne orange, et la ligne 4, qui a été inaugurée en 67, donc pour l'expo, en la ligne jaune. Alors, tout le monde, pendant un grand nombre d'années, tout le monde se demandait, mais pourquoi il n'y a pas de ligne 3? Et la ligne 3, c'était effectivement cette ligne-là qui se rendait, qui passait par le tunnel du Mont-Royal et où il y avait une station juste à l'entrée du portail de l'Université McGill, une autre station à l'Université de Montréal. Évidemment, il y avait le spatial Portal 8, qui est probablement la station Canora aujourd'hui, et la station Mont-Royal. Alors, on voit les lignes de métro projetées. Donc, on utilisait les gares de banlieue actuelles et on créait de nouvelles gares de métro supplémentaires à Notre-Dame, entre autres sur la rue Notre-Dame, à McGill University et à l'Université de Montréal. Alors, vous voyez un peu le lien, ça ne s'est jamais concrétisé. Évidemment, le métro est sur pneumatique alors que cette ligne-là aurait été sur fer et ça ne s'est jamais concrétisé. Et on voit aujourd'hui que, évidemment, on ne peut que penser au REM d'aujourd'hui, entre autres avec la station Université de Montréal. Alors, je veux juste vous montrer, à l'intérieur du document, il y avait des photos des fameuses gares en question et vous montrer la gare Notre-Dame. Donc, c'était l'emplacement possible, la gare Notre-Dame, sous le pont ferroviaire, le viaduc du CN. Donc, on voit ici, on voit les rues Saint-Jacques, Notre-Dame, Saint-Maurice et Saint-Paul. Et cette gare-là, la gare Notre-Dame, qui était la première, se rendait à la gare centrale. Quand Montréal a eu Expo 67 en 1962, il ne faut pas oublier que Expo 67, à l'origine, devait être donné à Moscou. Moscou voulait célébrer en grande le 50e de la Révolution russe. Mais les Russes se sont ravisés parce que voyant que ça attirait trop de personnes de l'extérieur, ils ont décidé d'abandonner. Et Montréal, au début de 1962, Montréal a signifié son intérêt et c'est en novembre que Montréal a eu les Jeux, pas les Jeux, pardon, Expo 67. Et à l'occasion d'Expo 67, M. Drapeau a, outre les pavillons, etc., voulait faire construire une tour, une grande tour importante et qui aurait porté le nom de Tour Montréal-Paris, parce que c'était une collaboration entre le Conseil municipal de Paris et le Conseil municipal de Montréal. Alors, comme vous le voyez, et si vous l'inclinez un peu, cette tour-là ressemble étrangement à la tour du Stade olympique. Alors, si vous prenez cette tour-là et le Parc des Princes à Paris et que vous faites l'amalgame des deux, bien, vous avez possiblement une espèce de pré-Stade olympique. Alors, cette tour-là, malheureusement, qui devait être construite au bout de la ronde, donc en direction est de la ronde, la pointe qu'on trouve là-bas, malheureusement sera abandonnée en 1965 en raison de ses coûts beaucoup trop élevés. Mais il ne faut pas oublier que, et le début du projet, c'est en 1964. Mais n'oublions pas qu'en 1963, il y a eu aussi un autre projet. Alors, ce projet-là, c'était d'amener la Tour Eiffel, oui, oui, la Tour d'Eiffel à Montréal dans le cadre d'Expo 67. Alors, semble-t-il que l'idée était du caricaturiste Robert Lapalme, qui était un grand ami de Jean Drapeau. C'est lui qui aurait eu cette idée-là. Mais M. Drapeau a probablement sauté sur l'idée parce qu'il a demandé justement une étude, un document pour voir comment, si ce serait possible de pouvoir amener la Tour Eiffel à Paris, de Paris à Montréal. Alors, on voit cette lettre du 14 mars 1963 où le directeur général de Métrobus Publicité lui écrit « Monsieur le maire, j'y tenais à apporter le peu d'aide qui m'est possible à l'étude de la réalisation éventuelle de votre idée Tour Eiffel.
Donc, M. Drapeau en a vraiment fait sienne. Je vous adresse 6 juin. À mon avis, les obstacles fondamentaux que vous pouvez rencontrer sont constitués par le dernier paragraphe de la note et si l'opération ne s'avère pas techniquement impossible, le report de toutes les installations qui sont faites sur cette tour, la privation de jouissance de la société qui l'exploite, l'expulsion des locataires qui y sont en bail me semble pour le moins difficile à réaliser. À titre indicatif, la tour Eiffel a coûté 7 500 000 francs or. Je vous prie de croire, Monsieur le maire, l'assurance de mon fidèle souvenir et à mes sentiments dévoués. Alors, démonter la tour aurait coûté 3 millions de francs. Le port sans douane de 1,9, le montage 6,4 millions. Donc, j'imagine qu'on ne reparle pas du retour en France. Donc, on parlait de multiplier par 2, oui, effectivement, donc ce qui donnait 23 millions de francs, ce qui, on m'a indiqué, j'ai vu en quelque part que c'est à peu près 5 millions de dollars pour cet élément-là. Alors, on voit tous les éléments qu'on pouvait voir qui concernent tous les ascenseurs, le système de redressement, les tours qu'on avait là-dessus. Donc, on voit que c'était une opération pratiquement impossible. M. Drapeau n'a pas eu la Tour Eiffel, M. Drapeau n'a pas eu sa tour Montréal-Paris, mais M. Drapeau a eu sa tour dans le stade olympique. Alors, avant aussi, et ça, c'est des choses que moi, je n'avais jamais vues, on voit la fameuse chanson thème Un jour d'Expo 67, donc de paroles de Stéphane Venn, paroles et musique de Stéphane Venn, qui a été enregistrée par Donald Lautrec, qui a été enregistrée aussi par Michel Richard, et à l'orgue seulement par Lucien Laitue, et il y a eu une version, évidemment, anglaise qui a été faite. Alors, cette chanson-là avait fait l'objet d'un concours. Ça a été vraiment un concours. Et c'était le Festival du disque qui organisait le concours pour la compagnie de l'Expo 67. Et c'est en décembre 1966 que le Festival du disque a soumis son rapport. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça s'est passé. Alors, donc, ils ont reçu des enveloppes, donc un total de 2200 inscriptions parvenues de 35 pays différents. Et sur chacune des enveloppes à l'adresse du concours, entre le 17 mai 66 et le 31 août à minuit, un numéro est inscrit à la gauche et de l'enveloppe est reporté dans un catalogue de la façon suivante. Donc, on n'avait pas les noms, c'était les pseudonymes. Alors, Stéphane Venn a pris le pseudonyme de Bongo. Le numéro 1074, le titre c'est Un jour, pays Canada française, et élimination, probablement c'est les rondes d'élimination. Donc, on voit les pays qui ont soumis des chansons. Alors, on est assez, évidemment, Canada, 857, dont 325 chansons en français. Il y a quand même 1000 chansons qui ont été envoyées des États-Unis, donc c'est le plus gros contributeur. 63 de la Belgique, donc beaucoup moins la France, seulement 19. 39 de l'Australie, 59 de l'Angleterre. On en a 2 d'Afrique du Sud, de la Hollande 11, et l'URSS il y a quelqu'un de l'URSS qui a fourni même des pays de l'Est qui ont fourni des projets de chansons. Alors, c'est quand même assez intéressant qu'on ait eu une variété de pays, de même 2 de Grèce qui ont été, et c'est la chanson Un jour, qui aura remporté la palme. Et cette chanson-là, évidemment, est toujours très connue encore aujourd'hui. Tout le monde se souvient de cette belle chanson-là. Donc, les années 60, à partir des années 60, c'est vraiment à Montréal, vraiment un changement radical. On a le métro. Il y a aussi, par exemple, des démolitions de quartiers qui sont faits pour différents projets, entre autres pour Radio-Canada. Mais aussi, c'est la construction d'Expo 67, c'est le métro, c'est toutes les voies d'accès à Montréal, dont le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, on se retrouve ici à la cérémonie d'ouverture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Alors, on voit le panneau c'est en 67, les autos qui rentrent, et dans le tunnel Louis-Hippolyte, les personnalités qui s'y retrouvent. Alors, le maire Lamontagne de Québec à gauche, le premier ministre du Québec, Daniel Johnson, à ses côtés, le maire Jean Drapeau, le troisième, et finalement, à droite, l'ancien premier ministre et chef de l'opposition, Jean Lesage. Vous savez probablement que la prochaine conférence de la Société historique de Montréal devrait porter justement sur le pont-tunnel
Louis-Hippolyte Lafontaine. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de l'année 67. Je ne vous montrerai pas de photos de l'expo comme telle. Vous pouvez aller consulter nos archives. Nous avons beaucoup d'archives concernant le site d'Expo 67 sur notre site. Mais ce qui est important, c'est le discours, le fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle et la réponse le lendemain, 2 jours plus tard, donc le 26, la réponse du maire Jean Drapeau. Alors, cette réponse-là a suscité beaucoup d'enthousiasme au Canada anglais, suscité aussi de l'enthousiasme dans une certaine partie de la communauté canadienne-française du Québec et du Canada, mais il y a aussi eu des lettres défavorables et on en verra quelques-unes. Ici, vous avez justement, on dit que M. Dicourt a improvisé son discours. Certains disent qu'il l'a répété toute la nuit avant. Ce qui est clair, c'est ici, on a une transcription de son discours et probablement cette transcription-là a été faite par quelqu'un et elle a été corrigée par M. Drapeau parce qu'on voit à la fin, il y a des applaudissements et c'est marqué 27 secondes. Donc, on parle de 27 secondes d'applaudissements probablement. Alors, c'est les dernières paroles que M. Drapeau veut que le général entende. Donc, il dit, et maintenant, je pense que je peux ajouter, j'en sais peu, qui accepterait cet honneur et ces périls d'avoir à prononcer. Les dernières paroles publiques que vous entendrez à quelques instants de votre départ de Montréal et du Canada constituent un défi dont je sais toute la taille. Je le sais d'autant plus que j'ignore pas comme il est difficile en temps ordinaire de traduire sans penser et en temps extraordinaire comme il est difficile de traduire des idées neuves avec de vieux mots. Et il dit plus loin, je me risque en disant toutefois que je dis en ce moment ce que je me proposais de vous dire à n'importe quel moment qui me sera à faire depuis votre arrivée à Lens-au-Foulon jusqu'à ce moment, car depuis Lens-au-Foulon jusqu'à ce moment, il y a eu une explosion chez nous, une explosion réelle de sentiments qui reste indéfinissable. Explosion réelle, ça ne peut se nier, indéfinissable non plus. Vous avez vécu avec notre population des moments historiques. Et il termine en disant, bon, il cite évidemment son mentor qui est l'abbé Groux, et il dit que, évidemment, le Canada français est capable de suivre sa destinée sans l'aide de la France. Ils n'ont pas eu l'aide de la France pendant 200 ans, donc on peut encore continuer. Il dit, il termine cet état d'esprit, cette anxiété à laquelle nous voulons mettre fin, et nous ne demandons pas mieux par cette expression d'expansion, de maîtrise et de sa destinée que de mieux servir le pays de nos ancêtres, de vos ancêtres, Monsieur le Président. Je lève mon verre, tonnerre d'applaudissements, je lève mon verre au président de cette France. Alors, évidemment, ça va susciter un grand nombre d'articles. Et M. Drapeau, dans ses archives, a eu, c'est à son honneur, conservé toutes les lettres défavorables à son discours. Donc, par exemple, on voit ici ce télégramme du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN de Verchères, déplorons attitude et manque de courage du maire de Montréal. Stop, excisons, excuse immédiate à la nation québécoise. On voit aussi à gauche, il y a répertorié aussi, il y a eu une analyse de certaines lettres défavorables. Alors, on voit les extraits qui sont assez virulents contre M. Drapeau. Je n'aurais jamais cru qu'un ancien nationaliste devienne un traître. Seul le groupe anglo-saxon, qui est la majorité du Canada, profitera peut-être de ce discours, etc., etc. Et un autre, l'humiliation que vous avez infligée au général de Gaulle a profondément humilié le peuple du Québec. Et vous avez à votre droite une lettre anonyme d'un Canadien français. Enfin, vous avez montré votre vrai visage. Dans une circonstance historique, vous avez trahi votre peuple au profit d'intérêts bassement politiques. Vous serez sûrement un jour premier ministre du Canada anglais. C'est malheureusement pas arrivé. Vous avez insulté de Gaulle et parlé à toute la nation canadienne-française. Les Anglais font de vous un héros, ce qui prouve que vous avez fait votre choix. Et je ne signe pas, il finit en je ne signe pas en sachant votre tendance dictatoriale à éliminer ceux qui ne partagent pas votre opinion. Vous, la police est votre bord, bien à vous, un vrai Canadien français. Alors, c'est intéressant parce que on a aussi des lettres qui soulignent plutôt que le discours de M. Drapeau. Ce discours-là a été reçu dans les journaux. Dans le fond, on en a fait ce qu'on a voulu de ce discours-là, parce qu'il est vraiment, c'est pas un discours d'une limpidité comme Claude Ryan l'avait mentionné, d'une limpidité, d'une clarté. Il a un peu ménagé la chèvre et le chou. Donc, probablement parce qu'il a été monté
vraiment comme quelque chose de fort important de défense du Canada. Au Canada anglais, il y a des gens qui n'ont probablement pas lu ce discours-là ou qui l'ont peut-être pas écouté. Mais je veux juste vous souligner que comment ce discours-là a pu être interprété par certaines personnes. Alors, M. Fournier, un admirateur, je ne suis qu'un simple commis de bureau qui ne peut s'empêcher de vous dire que je vous ai beaucoup admiré lors de votre discours à Charles de Gaulle, que vous m'avez démontré ce que c'était un orateur. J'étais ému au point que j'en avais les larmes aux yeux. Ce qui me fait de la peine, c'est que certains journaux anglais ont mal compris le message et ont difformé votre discours, mais soyez assurés que les Canadiens français ont compris le message et moi, je sais parfaitement que vous n'avez pas blessé De Gaulle en aucun temps et en aucune façon. De Gaulle, lui aussi, a été admirable et touchant. J'ai beaucoup de respect pour vous deux. Vous êtes deux grandes personnalités et deux grands orateurs qui connaissez votre langue bien mieux que moi, comme le démontre ma lettre. Vous avez réparé la grande sottise que Pearson a fait. Il a agi comme un vulgaire idiot dans les circonstances. Il s'est laissé emporter par la masse anglo-saxon. Un autre Jean Marchand m'a déplu, des plus hauts possibles. J'ai honte qu'il soit canadien-français. C'est un vendu, un rat, dans la force du mot. Des hommes comme vous et De Gaulle, il en faudrait plusieurs copies. Les Canadiens français s'en porteraient beaucoup mieux, s'en porteraient. Vive Drapeau, vive De Gaulle, un admirateur. Et vous avez la lettre du maire de Longueuil, M. Robida, et qui lui aussi, qui parle, après que la fumée des cierges s'est dissipée, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations pour la façon merveilleuse avec laquelle vous vous êtes tiré d'une situation que nous désirons qualifier de périlleuse. Je tiens à vous assurer personnellement de mon entier appui pour que la certaine élite dont fait mention le président de la France soit une élite qui se respecte et qui se fait respecter tant par les extrémistes québécois que par les anglo-canadiens, qui, dois-je l'avouer à mon regret, se sont comportés en cette circonstance comme des enfants d'école. Je souhaite avoir d'ici peu le plaisir de vous rencontrer et daigner blablabla, blablabla. Alors, vous voyez comment ce discours-là a pu être reçu par différentes personnes dans le public anglo-canadien et dans la communauté québécoise. Alors, M. Drapeau, à la fin des années 60, en prévision de sa future retraite de maire de Montréal, voulait devenir, disons, un commerçant, un restaurateur. Donc, son idée, c'était d'allier ses grandes passions, qui sont l'opéra, la grande culture, la poésie, dans un restaurant de grande cuisine où serait offert de la musique classique, des concerts. Évidemment, il l'a nommé le Vaisseau d'or en hommage au poème de Néligan. Et dès 1969, il va ouvrir ce restaurant-là qui va durer jusqu'en 1972 ou 1973. Et comme on peut voir, on voit ici les secrets du chef. Et j'attire votre attention sur le menu, la crème de poireau à la ciboulette, le consommé Carmen, le potage Saint-Benoît, mais surtout au numéro 9, la cocotte de poussin à la dodinette et la noisette d'agneau maréchal. Alors, ce qui était intéressant dans ce restaurant-là, c'était que, et vous avez les vins ici, c'est les gens pouvaient parler avant le concert, mais pas pendant le concert. Donc, on prenait les commandes sur des papiers et les gens avaient à cocher ce qui les intéressait. Alors, évidemment, les premiers temps, ça sera difficile parce que M. Drapeau, c'était pour lui un concert avant tout. Alors, c'est difficile dans un restaurant de ne pas parler dans un restaurant. Donc, ça a été critiqué dès le début, c'est-à-dire que les gens, quand vous allez dans un restaurant, c'est pour discuter entre vous. Alors là, c'était silence complet pendant au moment où l'orchestre ou les chanteurs chantaient. Donc, les grands chanteurs d'opéra du Québec de l'époque ont chanté au restaurant de M. Drapeau. Et évidemment, il y a eu des critiques. La grande cuisine n'était pas au rendez-vous, semble-t-il. C'était au sous-sol de l'annexe de l'hôtel Windsor, au coin près de Peel. Donc, l'édifice est toujours là. Et c'était au sous-sol. Mais malheureusement, c'est devenu un lieu de rencontre pour tous les manifestants montréalais qui s'opposaient au maire Drapeau. Alors, par exemple, les pompiers ont déjà fait une manifestation devant le restaurant. Alors, ça se voulait un restaurant chic, de bon goût, consacré à l'opéra. Et malheureusement, ça a duré quelques années, mais malheureusement, le rêve de M. Drapeau de devenir restaurateur va
tomber à l'eau et il va continuer sa carrière de maire jusqu'en 1986. En 1970, on l'a dit, M. Drapeau, la Ville de Montréal a présenté sa candidature aux Jeux olympiques de 1972. Ça, c'est en 66. En 1970, Montréal a récidivé et vous avez ici une partie du dossier, c'est-à-dire les gens qui votaient lors au CIO pour les Jeux, qui auraient les Jeux olympiques. Alors, on avait à cette époque-là Montréal, qui était candidat, Los Angeles et Moscou. C'était vraiment, la compétition se faisait entre ces trois villes-là. Dans un premier temps, évidemment, la plupart des pays de l'Est appuyaient Moscou à cette époque-là. Plusieurs pays appuyaient Montréal. Et ici, vous avez une espèce de feuille de route de chacun des candidats, chacun des votants avec leur pays, s'ils étaient sûrs pour Montréal, probable ou possible, ceux qui votaient pour Moscou, M, ceux qui votaient pour Los Angeles, et s'il avait été visité et par qui il avait été visité. Donc, on voit par exemple que la France était sûre de voter, et j'ai l'impression qu'à un certain moment donné, la France a pensé de voter pour Los Angeles. Le pays avec lequel Montréal a eu plus de difficultés, c'est avec l'Angleterre. Alors, l'Angleterre était plutôt partisan, le Royaume-Uni, n'était pas un partisan de Montréal. Alors, on voit Willie Dome, qui a voté pour Montréal. Et évidemment, Sa Majesté Constantin, qui peut-être aurait voté pour Los Angeles et qui ensuite a reporté ses votes à Montréal. Moscou a fini premier, Montréal a fini deuxième, mais évidemment, Los Angeles étant éliminé, tous les votes qui étaient à Los Angeles sont allés à Montréal, ce qui fait que Montréal a eu les Jeux en 1976. Moscou a eu les Jeux en 1980, mais qui ont été boycottés par les pays occidentaux, la plupart des pays nord-américains occidentaux à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Et en 1984, les Jeux ont eu lieu à Los Angeles. Encore là, il y a eu le boycott des pays du bloc de l'Est. À Montréal aussi, il y a eu le boycott de tous les pays africains parce que la Nouvelle-Zélande était allée jouer un match de rugby en Afrique du Sud en contravention à l'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud à cette époque-là. Évidemment, bientôt, cet automne, on va souligner le 50e anniversaire de la crise d'octobre et de l'application de la loi des mesures de guerre par le gouvernement de Pierre Trudeau. Les arrestations qui ont eu lieu dans le cadre de cette crise-là et évidemment la mort du ministre Pierre Laporte. Alors, ce qui est intéressant dans le fonds Drapeau, c'est de voir les lettres d'appui aux maires, au gouvernement et même aux mesures d'urgence. Il y a une série de lettres qui ont été envoyées aux maires à cette époque-là. Je dirais que c'est assez impressionnant de voir, et c'est une hypothèse, de voir l'appui que l'élite traditionnelle canadienne-française va apporter au maire de Montréal pour sa réélection et aux différents gouvernements québécois et canadiens. Alors, il y aura certainement une petite étude à faire. Il faut dire aussi que il y a eu un octobre 69 aussi. En 69, il y a eu les policiers qui se sont mis en grève et Montréal a demandé l'intervention de l'armée. Alors, dans nos archives, on n'a pas de photos des militaires dans les rues de Montréal. Par contre, on a des photos des militaires près de l'hôtel de ville, mais en 1969. Donc, je reviens en 1970. On voit ici un télégramme de la Chambre d'immeuble de Montréal qui appuie fortement l'attitude ferme et positive prise par les autorités durant la présente crise. On voit aussi l'Association des hôteliers de la province de Québec qui soutient le gouvernement à cette occasion. Et il y a aussi les Chevaliers de Colomb qui vont massivement envoyer des lettres de partout au Québec. On a à peu près une centaine de lettres. Là, ici, c'est une de Nord-Métal en Abitibi, mais ce sera les Chevaliers de Colomb des îles de Madeleine, de Sorel, de partout au Québec, qui vont écrire
à partir du même libellé leur appui aux différents gouvernements. Alors, on peut lire cette lettre-là que M. Drapeau va recevoir de différentes façons. À l'occasion des événements qui agitent la province, les Chevaliers de Colomb de Nord-Métal tiennent à affirmer publiquement le respect de l'autorité, leur ferme détermination à poursuivre par tous les moyens démocratiques à leur disposition le progrès et l'amélioration des conditions sociales de leur milieu. Ils tiennent à dénoncer vigoureusement comme contraire à l'intérêt public l'usage de la violence, du sensationnel et de l'intimidation sur toutes ses formes. Ils assurent les gouvernants de leur appui entier pour maintenir l'ordre et ils continuent l'éducation populaire humaine et chrétienne. Ils prient Dieu de donner à chaque citoyen foi, lumière et amour fraternellement, le Conseil 4681 des Chevaliers de Colomb de Nord-Métal Abitibi. Alors, M. Drapeau aussi, en 1970, après 1967, la prochaine exposition universelle a eu lieu en 1970 à Osaka, au Japon. Alors, M. Drapeau, après l'aventure ratée de la Tour Eiffel, le projet de M. Drapeau pour Expo 70 à Tokyo était de déplacer le stabile de Calder, de l'homme, qui se trouve présentement sur les îles, donc au parc Jean-Drapeau, à Osaka pour l'exposition. Alors, on le voit aussi, la construction d'un pavillon qu'on prévoyait, l'installation du stabile de Calder, le service des travaux publics évalue à 75 000 le déplacement du stabile et son retour à Montréal. Il faut dire qu'à 75 000 en 1970 à 1969, c'est quand même un montant important. Le gazonnement, l'entretien du terrain, la présence à Osaka de 2 techniciens de notre service. Donc, on voit les frais de transport, aller-retour, l'envoi de 2 techniciens, le personnel au kiosque d'information, ce qui donnait 27 000 plus un budget donc, ça donnait un budget de 102 000. Si on les déduit, la contribution de la Société International Nickel, qui avait offert à la Ville de Montréal le stabile de Calder, et ce qui devait donc débourser un montant de 77 000. Évidemment, le déplacement du stabile n'aura pas lieu. Le seul déplacement que le stabile verra, c'est dans le cadre du 350e, il y aura le déplacement à son lieu actuel au bout de l'île Sainte-Hélène. Évidemment, on tombe maintenant dans les Jeux olympiques, mais les post-Jeux olympiques, vous savez que la Ville s'est vue retirer la construction des installations olympiques en 1975 par le gouvernement du Québec lors de la création de la Régie des installations olympiques. Et après l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, on va créer une commission d'enquête, la commission Malouf, pour comprendre un peu quels ont été pourquoi les coûts des Jeux olympiques ont été aussi faramineux. Alors, quand le rapport Malouf a été publié, évidemment, M. Drapeau l'aura annoté de façon importante pour se préparer. Bon, comme on le sait, la Ville s'est préparée auparavant à intervenir aux audiences de la commission Malouf, mais après le rapport Malouf, après la publication du rapport, le maire a dit il y a eu une première réponse de la Ville de Montréal, courte réponse sous forme de communiqué, mais le maire de Montréal a toujours dit qu'il y aurait une réponse au rapport Malouf. Et c'est devenu un gag récurrent dans les journaux durant pratiquement une quarantaine d'années par après, entre autres les caricatures de Girard dans la presse. Et on en était venu à la conclusion que cette réponse au rapport Malouf n'existait pas. Évidemment, aux archives de la Ville de Montréal, on a prouvé le contraire en publiant disons, pas le brouillon définitif, parce qu'il n'y a jamais eu de version définitive de ce document-là, mais au moins un document quand même assez complet comme réponse au rapport Malouf. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans la dernière page du rapport Malouf l'annotation que le maire Drapeau va faire. Alors, il dit « L'avenir jugera et le présent a déjà jugé, et l'avenir jugera aussi très sévèrement le rapport de la commission, à moins que l'avenir vengeur ne le condamne à l'oubli le plus total, ce qui est bien le comble du mépris. Il serait pourtant mérité. »
Donc, ni M. Drapeau n'a été oublié, ni le rapport Maalouf. Et maintenant, on a la réponse au rapport Maalouf. M. Drapeau aussi, on a fait beaucoup de gags avec la question qu'il y avait autant de possibilités qu'il y ait un déficit pour les Jeux olympiques qu'un homme devienne enceinte. Alors, on voit des notes, l'homme enceinte. J'ai aussi parlé de baignoire et de robinet. J'avais raison de craindre à l'époque que le robinet continuerait de couler dans la baignoire olympique. Des plombiers en autorité ont tourné le robinet pour le faire couler dans d'autres baignoires, celles des fonds consolidés, des revenus généraux de l'aide au sport. Et on voit à notre droite, c'est une lettre, comment M. Drapeau voyait Montréal. Alors, on a toujours dit que M. Drapeau avait des idées de grandeur pour Montréal. Qu'est-ce que M. Drapeau voulait faire de Montréal? Je ne pense pas que ça a été jamais publié, mais on voit ici une espèce de brouillon où il écrit qu'est-ce que M. Drapeau veut faire de Montréal, et je tente de vous lire son texte des extraits. Depuis 20 ans, je m'emploie à révéler le potentiel de Montréal aux Montréalais eux-mêmes et simultanément au monde entier. Ce potentiel ne pouvait se révéler qu'en en mettant la ville à l'assaut des grands défis de métropole canadienne. Montréal devait devenir une grande métropole internationale, non pas pour la gloriole, mais ni parce que je le voulais, mais parce que mes concitoyens communiquaient avec les autres hommes de toutes origines et de toute civilisation. En Amérique du Nord, il y a des ways of life, des trains de vie, des ways of life, de la production, mais le continent est encore beaucoup trop jeune pour qu'il y ait une civilisation. Donc, on voit que M. Drapeau, dans le fond, toujours ce qu'il a voulu mettre, ce qu'on dit en bon français, c'est de mettre Montréal sur la map. Je reviens au rapport Maalouf, et ça faisait partie un peu de ces documents-là qui se trouvaient dans le rapport Maalouf, mais certains n'ont pas été intégrés. Alors, il y avait véritablement une table des matières au rapport Maalouf. C'est un document d'au-dessus de 150 pages. Alors, on voit un choix judicieux au plan technique, au plan économique. Il y avait vraiment une structure, mais on peut se douter que M. Drapeau n'était pas entièrement satisfait du résultat puisqu'il ne l'a jamais publié. Alors, on voit un extrait du choix judicieux. Alors, il écrit concernant les difficultés. Bien, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à ça. Les directeurs des travaux publics, le directeur du service des affaires juridiques de la ville, qui ont contribué à ce rapport-là. Et on voit la correspondance entre tous ces gens-là. Concernant les difficultés de toutes sortes rencontrées dans la réalisation du Parti olympique et les hausses de coûts importantes que connaissait le projet, déjà à l'époque, une partie de l'opinion publique, alimentée par une certaine presse, suggérait que le choix du concept Taillibert en était la cause. Cette explication simpliste était d'autant plus intéressante qu'elle satisfaisait les adversaires de l'administration municipale et justifiait certains intervenants en jetant le blâme sur un étranger. Alors, ça complète un peu les extraits de documents que je voulais vous présenter dans le cadre de cette présentation. Alors, maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir des années 2020, où est-ce qu'on en va? Et vous avez à côté un dépliant publicitaire concernant le Nouveau-Rosemont, donc des nouveaux développements du Nouveau-Rosemont. Alors, évidemment, on va continuer à faire de la numérisation. Cette année, on va traiter les séries dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, les dossiers alphabétiques et dossiers numériques. Ces séries-là qui avaient été déjà constituées par le maire Jean Drapeau et que nous n'avons pas d'effet. Nous les avons laissées telles qu'elles avaient été organisées à l'époque de M. Drapeau. On va traiter aussi en profondeur certains sujets ou certaines boîtes. Donc, toute la préparation au rapport Maalouf, c'est quand même une quinzaine de boîtes. La question de la tour Montréal-Paris, c'est fort intéressant avec tous les plans. C'est trois boîtes de documents. Tout le processus de construction de la place des Arts aussi qu'on retrouve, qui est fort intéressant. Une période qu'on connaît moins de M. Drapeau, c'est la période où il s'est présenté aux élections entre 1942 et 1948. Il y a des discours, il y a toutes sortes de sujets qu'on trouve là-dedans. On trouve entre autres un discours de Simone Monet-Chartrand en appui à Jean Drapeau.
Les élections de 74 aussi, ou les premières élections où on voit le Rassemblement des citoyens de Montréal qui prend la relève du parti du FRAP, du Fonds d'action politique, qui s'était présenté en 1970, et aussi tous ces dossiers d'avocats qui couvrent les années 40-50. Évidemment, présentement, on a des gens qui viennent consulter les archives de M. Drapeau, mais ces demandes-là doivent passer par moi et on demande aux gens de consulter le fonds Drapeau, voir ce qui les intéresse et ensuite de communiquer avec le chef de la section des archives pour mieux préparer les gens à venir à la salle de consultation des archives. Évidemment, présentement et jusqu'à un temps indéterminé, cette salle de consultation-là est fermée, et on peut malheureusement pas avoir accès à nos archives physiques. On a accès aux archives numériques, mais malheureusement pas aux archives physiques. Alors, en conclusion, je dirais que acquérir puis traiter le fonds d'une personnalité qui a marqué Montréal et le Québec de la moitié du 20e siècle, quelqu'un comme M. Drapeau, c'est un privilège et un honneur que bien peu d'archivistes peuvent avoir dans une vie professionnelle, dans leur carrière. Moi, c'est vraiment un pic dans ma carrière de 35 ans comme archiviste. Et aussi, je peux vous dire que c'est pas un travail individuel, c'est vraiment un travail collectif. Et j'espère que vous avez pu comprendre en même temps, outre les documents que j'ai pu vous montrer, c'est quoi le travail d'un archiviste, c'est quoi le travail des archivistes. Et je vous dirais que depuis les années 99, c'est au moins une vingtaine de personnes qui ont travaillé de près ou de loin à la préparation au traitement de ce fonds-là. Et c'est pas terminé. Il y a encore des gens qui vont travailler encore là-dessus pour les prochaines années. Un traitement de fonds, c'est jamais, jamais totalement terminé. Il y a toujours des choses qu'on découvre, il y a toujours des éléments que souvent, c'est les chercheurs qui nous font découvrir parce qu'on ne peut pas, avec 600 boîtes de documents, savoir quels sont tous les éléments, tous les documents qu'on retrouve dans ces archives-là. Donc, 20 personnes qui ont travaillé de près ou de loin dans ces archives-là. Il faut toujours se souvenir que quand vous consultez un fonds d'archives, il y a des archivistes qui ont travaillé pour qu'il soit accessible, ce fonds d'archives-là. Et je peux vous dire que tous ces collègues-là qui ont travaillé pendant ces années-là, à temps partiel ou autre, vont garder et gardent un souvenir impérissable qui est un fonds vraiment exceptionnel qu'on a la chance d'avoir aux archives de la Ville de Montréal. Alors, je vais fermer ma présentation et je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie et au revoir. Alors, sur place, merci beaucoup et à la prochaine, une prochaine conférence de la Société historique de Montréal. Au revoir.